Bonjour, donc je m'appelle Romain Neutron, c'est moi. Le petit bonhomme en orange, c'est moi aussi. J'adore la montagne. Et aujourd'hui, on va parler de sécurité HTTP. Je travaille chez Blackfire, je suis développeur. Chez Blackfire, on n'a pas trop de spécialisation, on travaille un peu tout, sur tout. Et moi, mon boulot, même si je n'ai pas de spécialisation, c'est quand même, je suis garant des interfaces, en quelque sorte. Je m'occupe des interfaces. Et de tout ce qui est contenu dans les navigateurs, notamment l'extension Chrome. Ça, c'est ce qu'on fait avec Blackfire, un graphe d'appel. Je pense qu'on vous a largement assez raconté tout ce qu'on fait avec Blackfire pour passer à la suite. Donc quand je suis arrivé à Blackfire il y a 2 ans, une de mes premières tâches, ça a été de travailler sur l'extension navigateur, la petite extension qu'on voit là-haut. On a une petite icône. On clique dessus, un panel qui s'ouvre, on est sur un site web, en l'occurrence là c'est mon profil Connect, et je vais pouvoir demander un profil de la page en cours. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite barre qui apparaît, on a une barre de progression, on anime, éventuellement un message d'erreur, et normalement tout se passe bien. Quand je développais ça, j'étais assez content de moi. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une iframe, j'ai injecté mon iframe, je rapatriais du contenu depuis Blackfire, et ça se passait bien et je l'animais avec du JavaScript. Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai implémenté de la gestion d'erreurs et je me suis dit, ah bah tiens, je vais tester ma gestion d'erreurs. J'étais sur GitHub, comme plein de gens, où vous travaillez sur votre CVS. Et donc je me suis dit, bah tiens, je suis sur GitHub, je vais regarder ce que ça fait, j'ai pas les accès. Et là, ce qui s'est passé, j'avais ce message d'erreur dans ma console. Ça marchait pas, j'avais rien dans la fenêtre. GitHub restait tel qu'il était, et dans ma console d'erreur JavaScript, j'avais ça. Ça me disait impossible de charger la frame, enfin l'URL blackfire.io/toolbar dans la frame, à cause de Content Security Policy. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, c'était la fin du monde. Pour les plus jeunes d'entre vous, parce que on a des jeunes chez Sensio Labs, ils ne connaissaient pas. C'est Paco Rabanne, il avait prédit, c'est un prédicateur, entre autres français, qui avait prédit la fin du monde pour l'an 2000. La station Mir devait s'écraser sur Paris. Donc c'était la fin de son monde. Pour moi, c'était la fin de mon monde, puisque ça ne marchait pas. J'avais mon message d'erreur. Alors j'étais sur GitHub, je vous rappelle, ça ne marche pas. On parle de Content Security Policy, je google vite fait, ça a l'air d'être un header. Donc un petit curl-i sur github.com. Curl-i, c'est une requête head. Ça vous sort les headers de response HTTP. Je vous ai mis en rouge, il y a quelques petits headers qui m'ont interpellé. Il y avait notamment des Content Security Policy, dont on a parlé. Il y avait un XXSS Protection, XContent Type Options, du Strict Transport Security aussi. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais sur Google. Google avait ce genre de choses, XXSS Protection, Xframe Option. Dropbox avait encore des Content Security Policy. Facebook avait des choses. Je me suis dit, putain, tous ces gros acteurs utilisent ces headers. Qu'est-ce que c'est? J'étais un peu dépité. J'arrive au sommaire. Donc, on va balayer ensemble l'ensemble de ces headers, voir à quoi ils servent et comment vous pouvez les utiliser. Est-ce qu'ils sont utiles? Peut-être pas. On passera une grande partie sur tout ce qui est Content Security Policy, puisque c'était tout l'objet de mon problème avec GitHub. On verra comment ça marche dans le vrai monde, et on verra pourquoi c'est la fin du monde après, parce que finalement, rien ne peut marcher. Ok, XXSS Protection. Alors, je suis désolé d'avance, j'ai plein de choses à raconter, je vais aller vite. 2 prérequis, les XSS, mais vous les avez vus ce matin avec Alain, qui est ici. J'espère que vous savez tout ce que c'est. Injection de code, hop, dans le navigateur dans un navigateur, après, on peut faire exécuter du code qui n'était pas designé pour être... les développeurs n'avaient pas designé le site pour pouvoir injecter le code. Et les CSRF, on verra après. Alain en a parlé. Si vous ne savez pas, vous reverrez mes slides. J'ai plein de ressources à la fin. Et il faudra regarder le talk de Alain qui explique ça très bien. Donc, XXSS Protection, c'est un header introduit par Microsoft dans Internet Explorer. Le but, c'était de protéger contre les attaques de type boutin, si vous vous souvenez du talk de ce matin. C'est-à-dire, j'ai une URL avec des query parameters. Un query parameter est directement injecté dans la page sans être escapé.
et on peut comme ça injecter ce qu'on veut, n'importe quel contenu. Comment ça marche? Donc c'est ce qu'on appelle une XSS réfléchie, contrairement à une XSS stockée. La XSS stockée, c'était l'exemple de Alain qui mettait des tags B pour mettre son nom en gras. N'importe qui consulte la page d'Alain voit le nom en gras puisque c'est stocké dans la base de données. Là, c'est réfléchi parce que c'est directement dans l'URL et ça se réfléchit dans le code généré. Ça, donc on le détecte via une heuristique. On regarde les paramètres de l'URL, on regarde ce qu'il y a dans le contenu du body, et puis si ça match, on peut bloquer. Pour activer ce header, Christine Boutin aurait été heureuse de l'avoir, on met XXSS Protection 1. On veut le désactiver, on le met à 0. Sachant que dans les navigateurs, ça peut être configuré. Votre header, il va forcer le comportement. Et si vous mettez l'attribut mode block derrière, ce qui va se passer, c'est que le rendu de la page va être complètement désactivé, vous allez avoir une sorte de 400. Donc comme je vous disais, c'est pour éviter l'effet Boutin. OK, on passe au XContentType option. Alors XContentType option, ça prévient le comportement d'un navigateur. Sur GitHub, vous êtes sur un fichier, vous avez des petits numéros qui vous donnent les numéros de ligne, et puis vous voyez dans une interface du contenu. Vous avez un bouton Raw File qui vous permet de consulter le contenu brut du fichier. Et si vous avez déjà regardé, vous pouvez voir des fichiers HTML, et quand vous cliquez pour voir le raw, vous voyez le HTML. Vous ne voyez pas le HTML rendu. Pourquoi? Parce que le header de response, c'est un content type text plain. Pour autant, certains navigateurs, Internet Explorer, Chrome, sniffent le contenu de la response et discardent complètement ce que vous mettez comme content type dans votre response. Vous avez beau dire c'est du text plain et avoir un contenu JSON, il va sniffer et il va vous formater le JSON dans votre navigateur. J'espère que vous voyez le risque que ça implique. Un utilisateur upload une image sur votre site, vous affichez l'image. Si l'image contient en réalité du HTML et qu'on pointe directement sur l'image et qu'on a du content type sniffing, on a beau mettre content type image JPEG, le navigateur va analyser que c'est du HTML et rendre le HTML. S'il y a du JavaScript, on injecte du JavaScript, on exécute. Pour désactiver ça, no sniff. XContentType option no sniff. Ça, c'est un header facile, ça ne mange pas de pain. Maintenant, XFrame option. XFrame option, je vais zapper, parce qu'Alain en a parlé ce matin. Voilà, c'est gestion du framing de votre site web. Ces trois headers, donc j'ai survolé assez vite, ça se met assez facilement en place dans votre Nginx. Là, c'est un exemple de configuration. Je désactive tout, et ça coûte rien en termes de gestion des requêtes. On est content. Ça clignote. OK, donc souvenez-vous, ça c'est les headers qu'on avait vus chez Google, GitHub et consorts. Maintenant, on va parler de Strict Transport Security. Avant de parler de Strict Transport Security, je refais un point sur HTTPS, HTTP. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous connectez à un site web en HTTPS, vous savez que les informations, il y a un tunnel qui fait transiter les données HTTP de manière chiffrée. Ça, c'est super intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Ça authentifie aussi que le serveur qui est en face de vous est bien le serveur qu'il prétend être. Quand vous faites https://google.com, vous faites une query, votre query est chiffrée, quelqu'un qui écoute sur le réseau ne la voit pas, mais surtout, vous êtes sûr que c'est Google. Ça, c'est important, parce que quand vous connectez sur votre banque, vous ne voulez pas que ce soit quelqu'un qui simule votre banque. Vous voulez être sûr que ce soit votre banque. HTTP Strict Transport Security, ça aide à ça. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, ce qu'on fait quand on met du HTTPS sur un site, on commence par écouter sur le port 80. Tout le trafic qui arrive sur le port 80, on le renvoie sur le port 443 en HTTPS, avec une redirection 301 permanente. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand on va arriver sur le port 443, on va spécifier que c'est le canal de communication privilégié. Même plus que privilégié, il va être strict. Ça va être un strict transport. Et l'user agent va retenir cette information. Votre navigateur Chrome va se dire « Ah, il y a un strict transport security.
La prochaine fois que je viens, qu'on me demande http://google.com, je ne vais même pas voir google.com, je vais https://google.com. Ça, c'est très intéressant. C'est une RFC, un petit numéro, il y a un petit lien à gauche, à droite. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mon navigateur sait que je ne dois accéder à ce site avec HSTS, HTTP Strict Transport Security. Si jamais le certificat qui est en face est invalide, vous avez sûrement déjà vu ça, des certificats forgés, votre navigateur vous dit « Ah, attention, ça risque d'être malveillant, est-ce que tu veux continuer ?» Sur les plus anciens navigateurs, ça passe, vous avez juste un petit cadenas rouge en haut à gauche de votre navigateur dans la barre d'adresse. Là, avec HSTS, vous ne pourrez plus accéder. Ce sera bloqué, fini, fini. Et ça, c'est pas mal, parce que ça évite que l'utilisateur qui se dise « Bon, bah, c'est pas grave, je passe ce coup-ci à côté », il n'y aura pas de perte de données. Et ça prévient aussi des protocoles downgrade. Le protocole downgrade, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur un réseau, vous demandez https://google.com, et il y a une redirection vers un protocole non sécurisé. HTTPS vers HTTP. Votre navigateur refusera. Donc c'est-à-dire qu'avec un HSTS, vous avez la garantie qu'à partir du moment où le navigateur est venu une fois sur votre site, il ne fera plus que du HTTPS avec le certificat fourni et signé par une autorité. Donc ça, c'est bien. Mais vous me dites, enfin peut-être, vous allez me dire, mais si c'est à la première connexion, et si à la première connexion, je me fais avoir, il y a une option. Je ne vous l'ai pas montré, le header, mais Strict Transport Security donne une expiration. Combien de temps l'user agent, en l'occurrence le browser, va se souvenir de cette information? Et il y a une information de preload. Il y a une information aussi include subdomain, on va voir. Si vous spécifiez un preload, l'information va être préchargée. Elle va être préchargée, je vais y revenir juste après. Et ça permet au navigateur, à votre navigateur, si vous avez un Chrome à l'heure actuelle, il a une liste préchargée de sites qui n'acceptent que du HTTPS. Vous pourrez le vérifier. Si vous utilisez include subdomain, j'imagine que vous avez deviné à quoi ça correspond. C'est-à-dire que si vous êtes sur google.com et qu'il y a l'information include subdomain, ça s'appliquera à l'ensemble des sous-domaines de google.com. Si c'est sur www.google.com, ce sera l'ensemble des sous-domaines de www.google.com. Donc attention, quand vous mettez ce header, que ce soit bien sur le domaine principal, et si c'est un sous-domaine, faire une requête vers le domaine racine pour avoir l'information. Pour le preload, il y a une application, hstspreload.appspot.com. C'est un projet de la fondation Chromium. Firefox et Chrome s'en servent. Au niveau du support, IE11 doit supporter, et Edge aussi. Safari, bien sûr, tout ce qui est WebKit. Pour mettre ça en place, c'est pareil, c'est quelques lignes, c'est super facile, ça ne mange pas de pain. Et avec ça, on commence à être heureux. Ah oui, il danse. Sur mon écran, il ne danse pas, mais là, il danse. OK, on a fait 4 headers, ça fait un quart d'heure que je parle. Ça tombe bien, parce que là, on arrive sur le gros du sujet. Et on va prendre du temps, parce que c'est pas facile, mais c'est pas compliqué non plus. Hein, c'est pas... OK. Le but du jeu des Content Security Policy, c'est de prévenir les XSS. Alors d'où ça vient? Ça vient du Web 2.0. Vous vous souvenez, 2004, il y a eu YouTube. Moi, j'ai découvert YouTube en 2004. Enfin, je me souviens, il y avait MySpace, YouTube, eBay, ça devait commencer à devenir gros. Et il y a un mec de chez Firefox, je ne sais plus son nom. À l'époque, c'était Firefox 3. On avait un projet qui s'appelait Firefox Next. C'était un futur Firefox qui aurait des super fonctionnalités avec du JavaScript, avec la casquette sur le côté. Et lui, il a eu l'idée de vouloir protéger les XSS. Il s'est dit, on commence à avoir des sites web où il y a beaucoup d'interactions entre les utilisateurs et le contenu. Les utilisateurs postent du contenu et on va forcément avoir des problèmes. On va être submergé de XSS et de failles en tout genre. Il faut qu'on trouve un moyen de se prémunir de ces problèmes. Donc c'est les origines, le design, il vient de là. Alors, les XSS, ça correspond à des directives qu'on va appliquer. On a toute une liste de directives. Et pour chacune de ces directives, on a des source lists.
Donc les directives, elles sont à gauche, script SRC, style SRC, object SRC. Et pour chaque directive, on va dire, voilà les sources autorisées. Il y a deux petites choses à savoir, c'est que ça s'applique aussi sur du CSS et donc sur du CSS par exemple pour tout ce qui est font, où est-ce que je vais pouvoir aller chercher mes fonts via l'attribut fontFace en CSS, et ça va pouvoir aussi s'appliquer sur tout ce qui est @import en CSS encore, pour tout ce qui est style. C'est-à-dire que si vous utilisez des @import et que vous allez chercher une ressource externe, les content security policy s'appliquent. Il y a des petites... voilà, on va regarder tout de suite comment ça marche. Donc, non, je vais y revenir. Les source lists, en gros, sont des domaines. Vous allez pouvoir dire, mes scripts, je les charge depuis mon CDN ou mon domaine en cours. Et puis, vous allez pouvoir faire la même chose pour vos frames. Et il y a un truc à savoir, c'est que si vous ne déclarez pas une directive, il y aura une fallback sur default SRC. On a des petites directives spéciales, donc self, dont je viens de vous parler, unsafe inline et unsafe eval. Self, ça s'applique à tout le monde, c'est le domaine courant. Est-ce que ma directive peut charger du contenu depuis le domaine courant? La pratique générale, c'est de dire oui, puisque je suis responsable de mon domaine, il n'y a pas de raison. Et il y a des directives spéciales pour le style et les scripts, parce que, comme vous le savez, vous pouvez mettre du inline. Une balise script avec du JS à l'intérieur, une balise style avec des déclarations locales de CSS. Donc ça concerne le unsafe inline. Si vous mettez la directive unsafe inline, vous autorisez par défaut les failles XSS, puisque vous autorisez à exécuter tout le contenu qui est inline. Donc ça s'applique sur les balises style et script, mais sur aussi tout ce qui est inline, div onClick, form onSubmit, et puis tout ce qui va avec. Et les styles égale background color, j'en passe. Et il y a la directive unsafe eval qui s'applique sur les scripts. Ça veut dire que si vous utilisez unsafe eval, vous aurez le droit d'utiliser eval, set timeout et set intervalle avec des attributs non collables. C'est-à-dire que vous pouvez faire un set timeout alerte coucou Romain, et à l'issue du timeout, il y aura une alerte. Donc l'unsafe eval autorise. Si vous appliquez les CSP, les Content Security Policy de base, tout ça va être désactivé. Je crois que... voilà. Donc, par défaut, une Content Security Policy qui blinde votre site contre les XSS, que ce soit pour le style ou pour l'exécution du JavaScript, ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que vous allez charger vos scripts depuis votre domaine ou depuis votre CDN, les styles, pareil. Et si on demande des médias, une connexion XHR, on appliquera la règle par défaut. Là, vous me dites, c'est bien, mais ça, concrètement, dans la vraie vie, je ne connais pas de site web qui applique ce genre de règle. De ne pas pouvoir déclarer du style inline à un endroit. On a toujours une pull request qui passe et qui met dans un template un petit style caché. Un petit style qui traîne, et qui va ne pas être rendu à l'affichage, on va se demander pourquoi. Et on a toujours besoin de déclarer un peu de JS dans la page, en pied de page, pour aller charger, par exemple, du Google Analytics ou des choses comme ça. C'est pas de bol. Un truc à savoir, c'est que vous ne pourrez plus utiliser jQuery comme vous l'utilisez d'habitude. Pourquoi? Parce que jQuery fait du eval. Là, j'ai mis deux exemples de code. Le premier, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le tag body et il fait .innerHTML, un morceau de script. Si vous faites ça, vous verrez qu'il ne se passera rien. Vous verrez en regardant, en prenant votre inspecteur web, que le script a bien été injecté, mais le console log ne sera pas exécuté. Si vous faites ça avec jQuery, vous prenez le body, vous lui dites .html, ça marche. Parce qu'en interne, jQuery parse ce que vous injectez, et quand il trouve un script, il l'évalue. Et ça, c'est assez couramment utilisé, d'aller chercher du contenu HTML en Ajax et de l'append dans le body, et ça fonctionne, le JS est exécuté. Donc ça, vous ne pourrez plus le faire si vous n'utilisez pas une safe eval. Et pour le unsafe inline, comme je viens de décrire, ça ne marchera pas. Donc un site web traditionnel, on le configurerait plutôt comme ça.
Et Content Security Policy, c'est bien beau, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que donc, je reviens sur l'historique. 2004, première réflexion. 2012, premières implémentations dans les navigateurs. Première recommandation W3C. C'est ce qu'on appelait le niveau 1. En 2014, on a passé le pas du niveau 2. Le niveau 2, pourquoi? Parce que, première révision. De la même manière qu'on avait la PSR 3, PSR 0 qui était l'auto-load, on a fait une PSR 4 qui revenait sur l'auto-load pour lui rajouter des fonctionnalités. Pour les Content Security Policy, on a fait une révision, level 2. Ce qui a été introduit, c'est des nouvelles directives pour corriger des problèmes qu'on avait. Ça ne s'appliquait pas partout. Et on a introduit un concept de hash et de nonce. Alors, les hash, c'est des sommes de contrôle, et les nonce, en français, ça se dit un nonce. Alors, je dirais un nonce. Les nouvelles directives, vous allez voir, elles sont très spécifiques aux technologies d'aujourd'hui, sauf peut-être Base URI. Base URI, c'est l'utilisation des base URL dans votre HTML. Je passerai là-dessus, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, même si ça peut dépanner. Child SRC. Child SRC, ça déprécie la directive frame SRC qui m'autorisait ou non de pouvoir framer quelque chose. Je veux faire une frame, inclure une vidéo YouTube, il va falloir que je déclare dans ce qui est frameable le domaine de YouTube. Là maintenant, on remplace ça par Child SRC et ça inclut les workers JavaScript. On a maintenant du contrôle sur les actions de formulaire, où est-ce que je peux soumettre de la donnée. Les frames ancestors, ça fait concurrence ou complément avec XFrameOption, c'est à peu près la même chose. Votre page web déclare des Content Security Policy avec des frames ancestors et déclare où est-ce que ça peut être embed en tant que frame. Ça s'applique aussi sur les applets, les embeds, les objects. Et il y a une directive plugin type, si ça vous intéresse vraiment, allez voir, on en discute après, mais je passe très vite, c'est pour faire des applets ou des objects, on ne fait pas ça souvent. Ok, mais un truc très intéressant par contre qui arrive maintenant, c'est qu'on va pouvoir déclarer des nonce. Alors des nonce et des hash. Je vais pouvoir déclarer une Content Security Policy comme ça, qui dit script src self et qui rajoute, par exemple, un paramètre nonce entre quotes. Notez bien les quotes, c'est un paramètre spécial, comme toutes les directives spéciales dont je vous ai parlé avant, on met des petites quotes autour. Nonce avec un nonce, et mon script, je l'écris en incluant l'attribut nonce. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que dit la spec? La spec, elle dit qu'un nonce, il n'y a pas besoin d'en générer un pour chaque script ou pour chaque style. On va en générer un pour la requête, qui va être choisi de manière aléatoire. On fait un random byte de 16 bytes, on convertit ça en hexa, on obtient un nonce. Et on en génère un, et partout où on a des scripts, des styles, on utilise notre nonce. Là, ici, j'ai choisi un nonce pour les styles, un nonce pour les scripts, on aurait pu prendre le même. Voilà. Ça, c'est bien, mais ça a un inconvénient. C'est que, souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé d'aller chercher du contenu HTML en Ajax, de le mettre dans la page. Si un attaqueur a accès à la page que je suis en train d'afficher, qu'il voit donc le nonce, quand le bloc de code HTML est prêt à être injecté dans la page, il a juste à rajouter le nonce, mettre ce qu'il veut et s'exécuter. Ça, c'est pas terrible. C'est bien, ça dépanne, mais c'est pas terrible. Non, ça, c'est vachement mieux. C'est les hash. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une somme de contrôle sur le contenu d'une balise. Une balise script ou une balise style. Je fais la somme de contrôle avec un SHA 256, 384 ou 512. À l'intérieur de la Content Security Policy, je donne la somme de contrôle et uniquement les scripts qui matchent la somme de contrôle vont pouvoir être exécutés. Un attaquant, pour faire ça, il faudrait qu'il puisse injecter le header dans la Content Security Policy. C'est possible, mais ce n'est pas évident à faire. Ça implique que l'utilisateur ait fait des petites utilisations malveillantes. Donc ça, c'est un exemple avec les styles. Et ça, c'est le tableau de support. Donc on parlait de Content Security Policy Level 1, qui était bien, mais inutilisable, et qui sont à peu près supportés partout, à l'exception d'Opera Mini. Et Content Security Policy Level 2 en bas,
qui sont appliqués, qui sont bien pris en charge par Firefox, Chrome, Opera, mais ailleurs, c'est le désert. Safari, Edge, Internet Explorer, ça ne le prend pas en charge. Donc vous me dites, vous posez la question, mais à quoi ça sert si, si le level 1 n'est pas utilisable et que le level 2 n'est pas pris en charge, ça ne sert à rien. Mais non, parce que les gars du W3C, ils bossent bien, ils bossent mieux que moi en tout cas. Ils ont fait une rétrocompatibilité. C'est-à-dire que si j'utilise une Content Security Policy Level 2, comme celle qui est en haut, donc Content Security Policy, mes scripts, j'autorise le unsafe inline, mais je fournis un nonce. En Content Security Policy Level 1, le nonce, il ne connaît pas. Donc un navigateur qui ne connaît pas le level 1, il va discard ça, il va considérer ça comme une directive, mais voilà, qui n'appliquera pas. Donc il va considérer le unsafe inline. Un navigateur qui, par contre, lui, comprend les Content Security Policy Level 2, va voir qu'il y a un nonce, et va dire « Ah, il y a un nonce, je désactive le unsafe inline, je le discard. » Ça permet d'utiliser dès aujourd'hui les Content Security Policy Level 2 sur tous les navigateurs. C'est super puissant. Donc je résume ça dans une petite slide. Et là, on commence à être content. Banana time pour toi. Excusez-moi. J'ai toussé. J'ai mis ma main devant ma bouche. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tes Content Security Policy, Romain, mais moi j'ai un site legacy, il y a des styles, des scripts, il y a du inline partout. Comment je fais concrètement, comment je fais? Parce que ça va bien sur un projet qui est nouveau. On va partir sur de la sécurité. Eh bien, on va voir ensemble. C'est ce que je viens de dire. Il y a le Nelmio Security Bundle qui propose un support des Content Security Policy. Les Content Security Policy, je ne vous les montre pas comme je l'ai fait via un header Nginx. Je vous propose d'utiliser le Nelmio Security Bundle pour deux raisons. La première, c'est que ça ne prend pas grand-chose en ressources. C'est assez rapide à calculer. Et la deuxième, c'est qu'il y a des super features qu'on va voir. Avec le Nelmio Security Bundle, dans une version imminente, vous pourrez utiliser ce genre de choses, j'espère, ou en tout cas une API à peu près similaire. Autour de chaque script ou autour de chaque style, vous pourrez mettre un tag twig qui injectera automatiquement pour vous la somme de contrôle qu'il faut bien. Normalement, c'est là qu'il y a le GIF magic. Voilà. Mais je ne l'ai pas mis. Voilà. Et puis, ça ne répond pas à la question comment je le mets dans mon site legacy. Souvenez-vous, donc ça c'est la configuration. Je définis des directives avec des règles. Donc ça ressemble à peu près à ce qu'on a dans Blackfire. Et si vous regardez en bas, j'ai mis un petit report URI. Report URI, c'est super pratique pour intégrer progressivement les Content Security Policy dans mon site. On va pouvoir déclarer un header Content Security Policy Report Only qui va demander au navigateur d'interpréter les Content Security Policy et de me faire un report à chaque fois qu'une erreur est rencontrée, sans pour autant bloquer l'utilisateur. C'est que l'utilisateur ne va rien voir, et vous allez recevoir sur le endpoint que vous allez spécifier dans Report URI, vous allez recevoir des payloads avec les erreurs à corriger. Un exemple d'implémentation, default src self, report URI. J'autorise tout ce qui vient de chez moi, rien d'autre. Et dès qu'il y a un problème, il y a un payload qui va être posté sur /csp report endpoint. Si je veux mettre une URL absolue, je peux mettre une URL absolue, mais sinon, ce sera géré directement ici. Ce paramètre report URI, il est aussi disponible quand vous avez des Content Security Policy en prod. Vous faites un patch, vous rajoutez une dépendance sur un domaine externe, vous allez faire une requête XHR sur un domaine qui n'est pas autorisé, vous allez recevoir une alerte et vous serez prévenu dès que la première erreur sera occasionnée. Du coup, vous allez pouvoir la corriger très vite. Quand on déploie des Content Security Policy, c'est indispensable d'utiliser ça. Le payload, il ressemble à ça. On ne va pas le détailler, mais grosso modo, il vous dit sur quelle URL c'était, sur un script, le script, l'origine de l'appel, la ligne, la colonne éventuellement,
et la directive qui a été violée. Petit truc, si vous faites du Angular, Angular gère les Content Security Policy. Par défaut, il est désactivé. Et Angular fournit le support des Content Security Policy via une directive NGCSP. Pourquoi Angular le fait? Parce que Angular utilise des evals et Angular utilise des styles inline pour le ngCloak. Donc, au chargement de votre page, en mettant ngCSP, si vous ne le mettez pas, Angular va détecter que vous utilisez des Content Security Policy, il va se comporter, il va dire « Ah, on est en Content Security Policy, je me comporte de la bonne manière, je suis poli. » Mais par contre, vous allez recevoir une alerte de sécurité sur votre endpoint de report. À chaque fois qu'il va y avoir une page de chargée avec Angular, ça veut dire « Ah, j'ai essayé de faire un eval, ça ne marche pas. » Pour éviter ça, vous pouvez choisir le réglage qui correspond à votre réglage de Content Security Policy. Par défaut, NGCSP, c'est pas d'inline, pas d'eval. Si vous voulez autoriser l'un ou l'autre, vous pouvez le faire. Maintenant, j'imagine que c'est assez clair ou que vous avez une idée de la manière avec laquelle on peut mettre ça en place. Je pense qu'on pourrait faire des talks pendant 2-3 heures, des workshops entiers sur la mise en place de Content Security Policy. Là, on n'a pas le temps. Vous pouvez vous demander, maintenant que j'ai mis des Content Security Policy sur mon site, que j'ai mis du strict transport security, mon site il n'est qu'en HTTPS, je contrôle totalement l'exécution de ce qui se passe dessus, des gens qui essayent de faire des attaques XSS par réflexion parce qu'on a eu la tête en l'air un moment et c'est bloqué. Vous pouvez vous poser la question, mais je suis le roi du monde, je peux aller, je peux faire tout. Eh bien non, vous avez toujours du boulot. Si vous êtes un peu parano, comme Alain, vous savez qu'il y a des extensions de navigateur. Vos utilisateurs, ils utilisent des extensions, ils veulent pouvoir, par exemple, avoir des lolcat qui s'affichent le matin de 8 à 9 sur leur écran, ils font l'extension lolcat. Et ils ont, comme moi, des bloqueurs de pub, ils ont toutes sortes d'extensions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une extension de navigateur, elle a accès à tout le trafic chiffré que vous pouvez imaginer. L'extension voit tout. Si vous écrivez une extension qui fait des lolcat, vraisemblablement, elle a le droit de lire tout le trafic en clair qui se passe quand vous êtes sur votre banque. Et ça, vous le savez peut-être, peut-être pas. Vous en êtes conscient, peut-être pas conscient. Mais elle voit tout. Et ça, vous ne pourrez jamais rien y faire. C'est la responsabilité de l'utilisateur. Il a du trafic qui passe chez lui, il donne des accès à des extensions. Vous ne pouvez rien faire. C'est presque la fin du monde. Vous utilisez des trackers comme Google Analytics, comme Intercom, j'en passe, il y en a plein. Hein. Ces trackers, vous les laissez sur la page, sur la page de login de votre application. Et ce tracker, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas compromis et qu'il ne va pas écouter tous les logins et les mots de passe qui sont écrits dans la page web au moment où l'utilisateur s'authentifie. Ça a un côté un peu parano, mais pourquoi pas. Je vous recommande de les désactiver sur les pages d'authentification où il y a des credentials. Pire que ça, votre CDN peut être compromis. Vous imaginez, vous utilisez jQuery depuis MaxCDN. MaxCDN, il y a un admin 6 qui est un peu mécontent et qui va aller mettre du JavaScript malveillant dans jQuery. Toute la planète est submergée. C'est la fin du monde. Vous vous souvenez? Alors, à ce sujet, je voudrais revenir sur les attaques qui ont eu lieu l'année dernière sur GitHub. Vous vous souvenez, l'année dernière, quels sont ceux d'entre vous qui ont subi l'attaque qui a duré une semaine sur GitHub? GitHub était très lent l'année dernière. Vous vous souvenez? Maintenant, toujours pareil, vous savez pourquoi comment GitHub avait été attaqué? Il y en a deux là. En fait, c'est assez malin ce qui a été fait. C'est que l'attaque procédait ainsi. Moi, utilisateur du site baidu.com, qui est le Google chinois, en dehors du territoire chinois, j'essaye de me connecter à baidu.com, sans trafic sécurisé, donc sur HTTP. Aux frontières chinoises, il y a le gouvernement chinois,
il prend le trafic, et quand les assets JavaScript ressortent pour s'exécuter sur mon navigateur pour me faire de l'autocomplétion, il y a des petites choses qui ont été rajoutées, et il y avait un petit set intervalle qui allait envoyer des requêtes sur GitHub. Des millions d'utilisateurs extérieurs à la Chine se connectent sur Baidu.com, c'est peut-être pas .com, c'est la Chine, se connectent, ils exécutent tous du JavaScript en boucle qui fait des requêtes à GitHub, GitHub tombe par terre, jusqu'à ce que le gouvernement chinois arrête. GitHub, c'est une infra, c'est énorme. C'est-à-dire que si GitHub tombe, vous pensez bien qu'il y a des hackers russes qui peuvent être payés pour faire ce genre de choses, aller faire des exploits, pas au niveau d'un ISP, mais enfin, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est l'attaque dite du Great Canon, donc le gros canon. Vous pourrez trouver plein de références. À chaque fois, dans mes slides, en bas, il y a une petite URL, généralement, que vous pourrez consulter quand je les aurai uploadés. Il y a plein de références. Et là, c'est la fin du monde. Là, voilà. C'est là où je voulais en venir. Mais non. Il y a toujours un ami pour nous secourir. Suite à ça, fin 2015, des gens ont réfléchi et se sont dit c'est inacceptable, enfin, on ne peut pas se laisser compromettre des CDN, on ne peut pas laisser compromettre des trafics HTTP ou HTTPS. Il existe des proof of concept d'attaque man in the middle sur des trafics HTTPS, c'est dans mes ressources. Ça veut dire que vous pouvez intercepter du trafic HTTPS, injecter du contenu dedans sur des assets, par exemple. Pour éviter ça, il y a des gens qui ont réfléchi, fin 2015, qui ont sorti une spécification qui s'appelle Subresource Integrity. De la même manière qu'on calcule des sommes de contrôle en Content Security Policy sur des scripts et des styles, on va le faire sur des assets. Vous allez charger un asset depuis votre CDN et vérifier quand il est téléchargé avant de l'exécuter que la somme de contrôle que vous connaissez, qui doit être celle que vous connaissez, matche bien. Si ce n'est pas le cas, on arrête tout. Pour faire ça, on est obligé d'être en Corse, d'où l'utilisation de l'attribut cross-origin anonymous qui dit au navigateur « je veux faire une requête Corse ». Corse, c'est cross-origin resource sharing. Et ça, si vous lisez la spec, c'est censé mitiger des attaques par brute force sur les sommes de contrôle. Et ça, c'est disponible sur nos navigateurs préférés, Chrome et Firefox, Opera. Edge est sous considération. Mais je crois qu'en fait, c'est plus la fin du monde. On est content. Je profite des 2 minutes qui restent pour ajouter Carlos. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé. Maintenant qu'on a tout protégé, imaginez que je suis un grand méchant, je travaille chez une autorité de certification et je veux embêter Google. Je me fais un certificat google.com parce que je travaille dans l'autorité de certification. Je fais un faux serveur google.com. Je redirige du trafic, je me débrouille, et les gens arrivent chez moi avec un certificat valide, authentique, et croient qu'ils sont bien sur google.com. HSTS fonctionne, puisque je suis bien en strict transport HTTPS, et là, je me suis fait avoir. Pour lutter contre ça, on a le public key pinning. Ça fonctionne à peu près de la même manière que HSTS, c'est-à-dire que lors de la première connexion, vous allez donner la clé publique liée au certificat SSL qui sert à établir la connexion HTTPS. Le navigateur va l'enregistrer, et si jamais vous arrivez sur un certificat valide d'une autorité reconnue, mais que la public key ne matche pas, on coupe la connexion. Maintenant, on peut profiter des petits lapins et dormir sur nos oreilles. La fin du monde est finie. Je vous ai mis un paquet de petites ressources. Essentiellement, ça concerne tout ce que je viens de raconter. Tout en haut, il y a 4 articles de Dropbox. Dropbox, je ne l'avais pas dans mon cœur plus que ça. Pour moi, c'était un site un peu... Et en fait, ils ont fait un énorme boulot sur les Content Security Policy. Ils ont mis ça en place lors de la refonte de leur site web. Ils ont tout réécrit en React. Et ils ont mis des Content Security Policy. Et ils ont fait des blog posts sur leur migration progressive. Quels problèmes ils ont eu, comment ils les ont résolus. L'utilisation de jQuery notamment, mais quoi d'autre? Tout ce qui était report URI. Quand vous allez mettre des reports URI en Content Security Policy, vous allez voir, vous allez manger un trafic énorme sur votre report URI. Pourquoi? À cause des fameuses extensions de navigateur qui injectent plein de contenu
dans votre page web et qui, du coup, déclenche des erreurs de Content Security Policy. Donc je vous les recommande vraiment, si vous voulez réfléchir à une migration, lire les articles de Dropbox. En dessous, il y a des choses sur les sub-ressources Integrity, notamment GitHub qui utilise ça. Le Nelmio Security Bundle, qui permet de manipuler l'ensemble des headers dont j'ai parlé, mais je ne vous recommande pas d'utiliser Nelmio Security Bundle pour faire tout ça, parce qu'on peut se passer d'un response listener pour envoyer un X-Content Type option no-sniff. Ça ne sert à rien de prendre un listener Symfony pour ça. Et puis, il y a toute une palanquée de documents W3C, un peu abscons à lire, mais toujours sympa. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Oui. Donc j'ai une question technique. En fait, est-ce qu'il est possible d'empêcher l'exécution d'un JavaScript qui aurait été tapé directement dans l'URL du navigateur? Dans l'URL, en query parameter? Non, JavaScript le code dans l'URL du navigateur. Ah bah non, enfin... alors, normalement, c'est le user qui tape ça, mais il y a eu une faille de sécurité Android qui utilisait ce moyen-là pour faire du cross-site scripting. Ah, eh bien alors là, Alors, une petite précision. Autant Alain, ce matin, il est lead dev sécurité. Moi, j'adore les interfaces et je fais du React et des extensions Chrome. Et je suis tombé dessus et c'est pour ça que c'était la fin du monde pour moi. Donc, je ne suis pas spécialiste en sécu. Ce dont tu me parles, je ne sais pas. Pour moi, quand je tape du JavaScript dans la barre d'adresse, je m'attends à ne plus être dans le contexte de la page web, mais dans un nouveau contexte. Donc, je suis désolé, je n'ai pas de solution. Okay. Oui, bonjour, donc merci pour la présentation. Juste une question par rapport aux chats sur les assets, en fait, la vérification des chats quand on les récupère depuis un CDN. Est-ce que tu as des noms d'outils que tu utilises toi, par exemple, justement pour générer les chats à la volée, après, dans un task manager, type Grunt, Gulp, etc. Alors, quand j'ai travaillé sur Stalk, je me suis dit c'est dommage de ne pas avoir cette couverture des chats et des nonces qui étaient disponibles dans le Nelmio Security Bundle. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et ce que j'ai fait dans le Nelmio Security Bundle, c'est que j'ai fourni des tags Twig qui calculent eux-mêmes ces chats et les injectent directement dans les headers de response s'il y a besoin. Pour calculer ces chats, je me demande s'il n'y a pas... Il y a une époque, dans mes slides, il y avait le code PHP qui permettait de les générer. Ah ben voilà. Donc un chat, c'est... Non, ça c'est un nonce. Non, je dis n'importe quoi. OpenSSL Digest, c'est ça. Donc on prend le contenu du script. C'est super simple. Pour calculer un chat, c'est un OpenSSL Digest en mode binaire. Et puis après, on base 64 en code. Voilà, donc c'est super simple à calculer. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ouais, ok, si. Effectivement, ça répond à la question. Et une petite précision, si tu veux calculer les chats toi-même, donc avec OpenSSL, ça marche aussi avec HMAC. Si vous connaissez HMAC, c'est pareil qu'OpenSSL, hein, ça dépend. Mais on part de exactement la fin de la balise entrante et jusqu'à la balise fermante. Ça veut dire que là, par exemple, on a 3 lignes. On a une première ligne qui est vide, une deuxième ligne égale body et une troisième ligne qui est vide aussi. Il ne faut pas oublier les caractères, sinon le checksum ne marche pas. Merci.